Pas mal le décor, hein. Moi j'aime bien. Hey, salut à tous, du coup on se retrouve pour les reviews d'Higurashi Sotsu. Et oui, j'ai trouvé le format qui va le mieux me convenir. Donc comme je vous avais dit précédemment ou dans la vidéo qui sortira peut-être après, je sais pas dans quelle ordre je vais les sortir. Le format une review par semaine, donc un épisode ne me convient pas. Et quand je fais 2 épisodes en un coup, c'est à vous que ça convient pas. Parce que bon, on m'a dit que c'était un peu dur à suivre, vu que je m'éparpille pas mal, je donne pas mal de détails, etc. Et donc, comme j'ai quand même pas mal détaillé sur la mise en scène et les trucs propres à goût, hein, donc dans les premières reviews, je vais pas y revenir. Parce que voilà, Sotsu a l'air de se diriger vers une même réalisation, une même mise en scène et un scénario qui, voilà. Ici, on va exclusivement se concentrer sur le scénario. Je donnerai de temps en temps quelques détails de mise en scène quand je trouve que c'est pertinent à dire. Mais du coup, pour faire ça, on va parler arc par arc. Étant donné qu'on connaît déjà les arcs que Sotsu nous présente, on va y revenir. Parce que du coup, ça me permet que je puisse faire des reviews assez calmes, tranquillement, sur un sujet qui me plaît, sans pour autant m'arracher la gueule et m'empêcher de faire les autres contenus. Et que ça puisse être plus clair et plus simple à suivre. La caméra va pas mal trembler, je préviens. Du coup, que dire de ces 3 premiers épisodes de Sotsu? Parce que oui, le premier arc se termine au bout de 3 épisodes et pas 4. Ce qui peut être éventuellement vu comme un problème, mais on va y revenir. Nous suivons donc le premier tome de Higurashi-gu vu du point de vue de Rena, qui donc pour rappel était la meurtrière dans ce tome-là. Premier truc à noter, Sotsu ne fait pas du tout l'introduction de Gu. Voilà, il te fait pas du tout un flashback comme on dit, c'est passé ça, il s'est passé ça. Non, c'est saison 2, limite ils auraient même pas dû séparer, enfin, s'ils auraient dû séparer par saison, c'est pour des raisons de production, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tout regarder à la suite, il n'y aura pas de décalage, machin. Ça se suit, tout simplement. Et ce que cet arc a déjà d'assez plaisant, c'est la reprise d'un trope très courant dans Higurashi, le tome complétion. C'est-à-dire qu'on a le tome d'introduction dans la première partie, et son équivalent dans la deuxième partie, qui va servir de complétion pour avoir toutes les informations, tout ce qui était hors caméra durant le tome d'introduction, etc. Et Sotsu a décidé de partir sur cette approche, ce qui explique un peu pourquoi est-ce qu'il voulait absolument refaire des arcs classiques avant de repartir sur le duel Reka-Satoko. Donc de ce côté-là, j'ai mon explication de pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé directement par la fin de Gu. Mais ça pose quand même 2-3 problèmes. Mais d'abord intéressons-nous aux qualités. Et de ce côté-là, eh ben, si vous êtes fan d'Higurashi, ce que normalement vous êtes si vous suivez ces reviews, puisque l'anime l'a pas mal clarifié, c'est pas pour les nouveaux venus, hein, eh ben je sais pas trop quoi dire, à part que c'est le tome 6 en résumé. C'est-à-dire qu'on suit la progression psychologique de Rena avec des flashbacks expliquant un peu son passé, de manière très brève, hein, encore une fois, c'est pas pour... On n'est pas sur un animé qui veut t'introduire les personnages, il compte vraiment sur le fait que tu les connaisses déjà et il te fait des rappels à ce qu'ils sont pour te prendre par les sentiments et jouer un peu sur l'émotion de les retrouver à ce moment-là. Et c'est notamment ce que ce tome fait, en jouant sur donc la décadence de Rena, hein, tout son passé avec son père, le divorce, sa mère, etc. Qui est extrêmement résumé. Vraiment, on est sur... ça doit être 5 minutes d'animation dans l'arc, c'est le passé de Rena. Et le reste du temps, on la voit tomber dans la psychose à cause du sérum que Satoko lui injecte. On va revenir sur Satoko aussi. Et donc on la suit, qui va tuer Rina, va essayer de se cacher, et va finir par tomber dans une névrose avec Keishi, qu'elle pense qu'il a été témoin du meurtre. On est sur un arc qui joue un peu sur une sorte de mix entre le tome 1 et le tome 6, c'est-à-dire que Rena va interpréter des éléments assez récurrent du tome 1, donc notamment le fait que Oishi puisse venir demander à Keishi à l'école s'il n'a pas des informations, et du tome 6, donc le fait qu'elle essaye vraiment de cacher les corps et qu'elle tombe de plus en plus dans la paranoïa par rapport à ça. Et c'est plutôt bien fait, faut le dire, hein. Les expressions de Rena sont encore une fois très bien travaillées, hein. Gu et du coup Sotsu arrivent à faire un excellent contraste entre l'animation un peu ronde, un peu mignonne,
et le côté narquois, machiavélique, psychopathe des personnages. Niveau sang, ça s'est un peu amélioré avec Rina, mais il y a la fin du tome, dans l'épisode 3. Je vais revenir là-dessus rapidement parce que j'ai pas envie d'insister encore là-dessus, mais comme je l'avais dit dans les derniers épisodes de Sotsu, j'ai éclaté de rire, encore une fois. Mais là c'était... En plus, je ne m'y attendais pas, parce que je me disais, bon voilà, ils vont couper, Rika va se suicider, et voilà, écran noir. Non, elle repeint les murs avec, et ensuite, il y a Satoko qui arrive, et tu te dis, bon, ils vont pas nous le remettre. Si. C'est vraiment, ces scènes sont ridicules et ne donnent absolument pas toute la profondeur. En fait, elle décrédibilise des passages. Ce passage est censé te montrer que Rika commence à désespérer à ce moment-là. Et tu le vois comme un truc de... tu le vois comme un épisode d'Happy Tree Friends où ça gicle de partout, etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais c'est assez ridicule et je comprends pas pourquoi ils font ça. Même dans le premier animé, c'était pas aussi abusé niveau violence. Mais bref, donc c'est un tome plutôt sympathique à suivre, hein, voilà, qui reprend un petit peu tous les éléments classiques qu'on aime voir dans le tome 6 et un petit peu dans le tome 1, c'est-à-dire voilà, Keishi qui doute, qui va essayer de se rapprocher de Rena dans sa relation d'amitié, voilà, qui va essayer de dépasser les faux semblants, et le sérum, pas le sérum, et le virus, pour essayer de dépasser la situation. Rena qui va tomber peu à peu dans la paranoïa. Je trouve qu'il y a vraiment un bon travail de rythme qui est effectué à ce niveau là, c'est-à-dire que vraiment chaque scène tu la vois de plus en plus tomber dans la parano, et il y a des mises en scène assez classieuses. Par exemple celle que j'ai le plus retenue, c'est celle où elle a sa lampe et la lumière qui pendant qu'elle est en train de creuser son trou pour enterrer le cadavre de Rina, qui du coup fait un espèce une espèce de symbolique un petit peu bizarre sur son côté observation, son côté elle se sent épiée, elle se sent parano, mais au final comme c'est elle qui a accroché la lampe, on comprend que c'est juste de la parano, voilà, il n'y a rien du tout, c'est elle qui s'imagine tout ça, etc. Et de l'autre côté, ils ont aussi essayé de développer un peu le personnage de Rina comme ils avaient fait, et que j'avais trouvé ça vraiment très bien foutu pour le personnage de Teppei dans les derniers épisodes de Gou. Et là ils ont essayé de faire pareil pour Rina, mais ça dure 5 minutes. Voilà, elle a une scène où... il y a la fameuse scène où Rena tombe sur elle au restaurant et elle lui révèle tous ses plans sans le vouloir. Et mais après ça, quand elle part, il y a le malentendu de ah oui, moi ça fait, j'ai perdu mes parents. D'ailleurs, je crois pas du tout que c'était dit dans l'œuvre originale. Hein. Il me semble bien que c'était pas dit, donc ça aussi c'est un truc inventé. Rina n'avait plus de parents, ou n'en avait qu'un seul en tout cas. Et c'est pas mal, mais ça dure que 5 minutes et Rena n'a aucun doute à ce moment-là. Satoko, on sentait qu'elle hésitait un peu, qu'elle se disait mais attends, mais s'il y a vraiment un espoir d'avenir pour moi, est-ce que je suis obligé de retenir Rika parce que voilà, je peux passer à autre chose avec mon oncle, etc. Tu le sentais un peu comme ça, même si après, on verra si c'est plus exploité par la suite. En tout cas, ici, ça sent un peu comme... ouais, on essaye de bourrer, on essaie de faire la même chose pour Rina, parce qu'on va sûrement la réutiliser plus tard, mais le personnage n'est pas ultra développé. Et en plus, je trouve que ça entre un peu en contradiction, là pour le coup, avec le visual novel, parce que Rina, elle avait vraiment ce côté manipulatrice. Là, il lui donne un côté très fragile, très, elle contrôle pas ce qu'elle fait, elle est un peu happée là-dedans, mais dans le VN, elle a vraiment un côté très manipulatrice, et elle a totalement conscience de ce qu'elle fait, et en plus... c'est assez peu cohérent, et là on va revenir à un élément de goût, quant au fait des réminiscences. Comment Rina a pu avoir des réminiscences si Ueda disait à Satoko, oui, c'est les gens proches de toi qui vont... À quel moment Rina n'a pas adressé une seule fois la parole à Satoko? Et du coup, voilà, on en arrive à ce que je voulais dire, c'est que on a beau expliquer un peu le monde du puzzle, tu sens que c'est un peu bricolé, que c'est un peu fait à l'arrache pour essayer de développer les personnages à leur maximum en utilisant des excuses, en utilisant comme excuse les réminiscences et le monde du puzzle, mais que c'est pas une cohérence ultime. Donc voilà, je reviens sur ce que je dis, pour moi c'est pas super important tant que les personnages sont exploités, et là pour le coup Rina, c'est pas tant le fait que ce soit pas ultra cohérent qu'elle ait des réminiscences qui me choque,
c'est plutôt le fait que, enfin qui me choque, c'est un grand mot, mais c'est plutôt le fait que c'est pas exploité jusqu'au bout et que le fait que l'arc dure 3 épisodes, ça aide vraiment pas. Du coup, c'est un arc qui est plus intéressant à suivre dans la forme que dans le fond, d'autant que Satoko est très peu mise en avant, vraiment. Et les 3 seules scènes où elle est machiavélique qu'elle a et où elle révèle son côté du coup. D'ailleurs, bon, j'avoue que là, il y a eu un petit truc, c'est qu'à chaque fois qu'elle jouait la gentillette, je lui faisais un fuck parce que meuf. Arrête. Quoi? Au secours. La méchante est à côté de vous, faites un truc. Et Satoko est très peu mise en avant. On la voit injecter le sérum Arena, chose dont on pouvait se douter que ça allait arriver, hein, vu que bon, elle prend la seringue et les gens deviennent fous dans les tomes précédents. Donc, est-ce que par hasard Satoko les rendrait fous? Oui, voilà, on a notre réponse définitive. Bon, au moins c'est clarifié. Et ensuite, elle va voir Rena 2 fois pendant qu'elle est en psychose. Et elle fait un sourire narquois et elle se casse. Alors il y a bien un petit dialogue où elle dit si je ne peux pas avoir Rika de mon côté dans ce monde-là, au moins je ferai en sorte que Rena soit heureuse. T'es conne, je veux dire, tu as vu ce qui s'est passé normalement, tu as les images dans ta tête de ce qui s'est passé dans les premiers tomes et tu sais que le meurtre ne résout pas la situation, d'autant que c'est dans ce monde-là et pas dans les autres, et que tu sais très bien qu'elle va crever à la fin. Normalement, si t'es pas trop débile, vu que tu lui as injecté le sérum, tu sais que ça finit toujours en suicide. Donc je ne comprends pas, à moins que ce soit... En fait, c'est le problème que j'ai avec... que je vais avoir, je sens... Là c'est une seule réplique. Je sais que je m'appesantis sur une seule réplique, donc j'y mets pas un aspect hyper grave pour le moment. Mais on en revient à ce que je disais sur Satoko dans les reviews de goût. C'est que le personnage est devenu totalement unilatéral et méchante d'un seul coup. Elle a vécu juste 3 déceptions vis-à-vis de Rika. Et d'un coup, elle devient totalement folle à la Takano. C'est pas appuyé par son background et ça me dérange beaucoup qu'elle passe tout de suite en mode full connasse froide, alors que dans la vie qu'elle a vécue, jusque-là, elle est censée quand même avoir énormément d'attachement pour le club. Donc je ne comprends pas, enfin je n'apprécie pas vraiment son côté ultra froid, ultra voilà, et le fait qu'en plus on essaye de la forcer avec des sourires maléfiques. C'est cool de voir Satoko avec des sourires maléfiques, mais le contexte pour moi ne l'appuie pas assez, et du coup ça ne... Voilà, ça matche pas bien. Je trouve que Satoko est sous-exploitée et que quand elle est exploitée, c'est pas ultra bien fait. Et on en arrive au problème principal que je voulais développer sur ce premier arc, qui n'est que le premier arc, donc je pense que ça va se résoudre par la suite, mais voilà. À quoi sert-il? À quoi ça sert, du coup, de nous montrer ça? Parce que Rena n'aura pas forcément de réminiscence. Du côté de Keishi, je veux bien croire qu'il puisse avoir des réminiscences par rapport à ça, mais Rena a déjà vécu ce genre de situation dans les tomes précédents, et ce tome-là ne la montre jamais hésiter, ne montre jamais un semblant de... Même quand elle discute avec Rina, à aucun moment elle se dit hey, il y a peut-être une autre solution, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, côté réminiscence, ça risque de pas apporter grand-chose, ce tome, et du côté de Satoko, c'est juste une étape. C'est genre le premier monde à cocher sur la liste pour faire tomber Rika en dépression. Et du côté de Rika, on la voit juste interagir à la fin, qu'elle finit par se suicider. Et du coup, qu'elle commence à désespérer. Et du coup, je me demande à quoi sert ce tome. Parce que si c'est pour nous resservir du Higurashi très vanilla, très... regarde, il y a quelqu'un qui se fait enfoncer le sérum, il tue d'autres gens, et voilà, enfin... C'est pas ultra intéressant. Et là où je voulais en venir, c'est que ça se veut être un tome réponse, comme j'ai dit. Le problème, c'est que dans les tomes réponse originaux, il y a toujours cette notion de on dépasse un peu juste le fait de montrer des scènes hors champ. Là, tout ce que fait ce tome, c'est nous montrer les scènes qui étaient hors champ, de nous montrer comment Rena a fait ci, comment Rena a fait ça, de nous montrer sa descente aux enfers. Et ça ne rajoute rien de plus. Par exemple, Shion avait des remords à la fin de son tome, et c'est même ça qui fait que dans les tomes suivants, elle tombera plus dans la folie et qu'elle est ultra attachée à Satoko par la suite. C'est qu'elle a appris quelque chose dans son tome. Là, Rena n'apprend rien du tout. Elle stagne et elle reste juste à la Rena psychopathe. Voilà, et du coup, même si plus tard on s'en sert pour faire des réminiscences, ce tome-là ne sert
pas grand chose, voire à que dalle en fait. À part nous servir du Higurashi Vanilla qu'on aime bien, qui est plutôt bien fait comme j'ai dit, hein, mais ça va pas plus loin que ça reste, voilà, on te sert ta glace à la vanille. Comme les originaux, le VN c'est la découverte de la glace à la vanille, voilà, tu la savoures, et puis ensuite, comme dans les tomes qui se poursuivent, tu prends le temps vraiment d'apprécier tous les tenants et aboutissants de cette glace. Et puis, quelques temps plus tard, on revient, on t'en donne une, et bah, oui, c'est une bonne glace à la vanille, mais ça apporte quoi de plus, quoi? Alors comme j'ai dit, c'est que l'introduction, et comme les tomes suivants nous apporteront probablement plus d'informations, hein, notamment est-ce que Shion et Mion ont échangé leur place dans le tome 2. Ce serait... je me souviens que dans le tome 2, Satoko mourrait pas auprès de Rika, auprès de Mion, il me semble. Du coup, est-ce que... Ou Mion ou Shion. Voilà, du coup. Est-ce que du coup, ça pourrait indiquer que Mion a commencé à se rendre compte qu'il y a un problème avec Satoko ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. J'espère que ça va se développer de ce côté-là et que ça peut être une piste de scénario intéressante parce que bah, ce tome 1, il y a un peu... voilà, qu'est-ce qu'on en tire au final? Rena est folle, Satoko va amener Rika à sa dépression, et c'est la première étape. Et Keishi a essayé de faire confiance à Rena, ça n'a pas marché, et peut-être éventuellement qu'il va avoir des réminiscences. Ça ne raconte pas grand chose, et surtout pas grand chose qu'on ne savait pas déjà. D'autant que 3 épisodes c'est vraiment court, quoi, je veux dire... les scènes sont très bien reprises, sont très bien animées, et j'ai été très content d'ailleurs de voir les flashbacks de Rena avec sa mère bien animés, parce que vraiment c'était dégueulasse dans le premier animé, hein. C'était les parties flashbacks, je pense, dans le premier animé, c'était parmi les pires, les pires moments de la série, tellement c'était mal foutu. Et vu que ça dure que 3 épisodes, tu sens qu'il y a des cuts très sauvages à certains moments, hein. C'est-à-dire que à certains moments, on passe plusieurs journées en 1 minute chrono. C'est-à-dire, voilà, on donne l'information principale, très souvent représentée d'ailleurs par les premiers épisodes d'Higurashi-Gu, hein. Ils ont même pas refait d'animation, ils ont repris des passages tels quels. Ça c'est pas un problème à la limite parce qu'effectivement ça peut renforcer le sentiment de voir le hors-champ, etc. Mais c'est voilà, du coup c'est plutôt sympa à suivre, mais c'est pas l'arc le plus mémorable, quoi. Pour parler un peu de l'opening et de l'ending, encore une fois très joli, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est le même groupe qui chante l'ending précédent et celui-là. C'est des openings très sympathiques, hein, encore une fois avec cet effet un peu pastel, avec des dessins fixes qui bougent avec des fondus ou des trucs comme ça. Plusieurs éléments à noter par contre. L'opening est plutôt classique dans la présentation, mais il y a un moment où tu vois Rika et Satoko se rapprocher de manière un peu très proche, très proche. Du coup, est-ce que c'est une exagération pour montrer leur lien extrêmement puissant, ou est-ce qu'on part vraiment sur de la romance et du coup qu'il faudrait y interpréter que Satoko tourne aussi folle dans le tome, j'ai même plus compté les tomes. Enfin bref, elle tombe dans la folie à l'académie parce qu'elle est jalouse de voir Rika avec d'autres gens et pas avec elle parce qu'elle est amoureuse. Personnellement, je trouve que ça rendrait le truc encore un peu plus superficiel et inintéressant. Parce que oui, Satoko et Rika ont une relation extrêmement forte, mais une relation amicale ne se développe pas de la même manière qu'une relation amoureuse. Donc si c'était censé représenter une relation amoureuse dans le tome précédent, enfin dans la fin de Gu, c'est pas, c'est pas le mieux fait. Et deuxième chose, et là on va peut-être éventuellement rentrer un peu dans de la polémique, le plan où tous les membres du club sont en mode ultra badass à se tenir comme ça, voilà, en mode vas-y on va les niquer. Ce plan, aussi anodin puisse-t-il paraître, me donne beaucoup d'espoir. Parce que si vous n'êtes pas au courant que vous êtes de la commune d'Higurashi ou non, il y a une sorte de dissension, j'ai remarqué, à propos d'un sujet assez spécifique qui me casse un peu les noix, hein, je le dis directement. C'est-à-dire qu'il y a une part de la communauté d'Higurashi qui
n'apprécie pas les premiers tomes du visual novel et qui n'aime que quand l'histoire tourne autour du monde du puzzle, de Rika et donc maintenant de Satoko vu qu'elle est dans la confidence et même qu'elle en est actrice, et qui trouve les développements des personnages et leur personnalité assez inintéressants, bon sympathiques mais ça va pas plus loin que ça. Comme si Satoko et Rika étaient devenus les vrais personnages principaux supérieurs d'Higurashi. J'ai à la fois peur et beaucoup d'espoir. Peur parce que s'ils décident de partir sur cette direction, que les membres du club ne sont plus que des figurants, ou à la limite des personnages un peu fonction qui vont ne servir qu'à faire c'est pas bien d'être méchant, je vais un peu câbler, je vais pas vous mentir. En revanche, et c'est là que ce plan me donne beaucoup d'espoir, si ils reviennent à leur superbe originelle, parce que je rappelle, pour la frange des gens qui crachent à la gueule de Keiichi allègrement et des autres, que c'est eux qui ont résolu les problèmes du monde du puzzle sans même en avoir conscience. Et on va en arriver à un point que je vais pas ultra développer parce que je garde ça pour ma critique d'Higurashi, mais le monde du puzzle n'est qu'un outil. On s'en bat les couilles de tout le développement du monde du puzzle, de Satoko, de Rika, de tout ce qu'elles font en dehors de l'histoire d'Inamizawa. On s'en bat les couilles parce que ce n'est qu'un outil de narration. Ce n'est qu'un outil de narration pour mettre en place des mondes multiples et permettre aux personnages de vraiment développer leur vrai dilemme, ce qui est vraiment important pour l'histoire. Et j'ai l'impression que je suis en train de dire une évidence, mais pour des gens, ça n'a pas l'air évident que le centre de l'histoire, ça n'a jamais été le monde du puzzle et le fait de changer de monde, etc. Le monde d'Higurashi, si ça pourrait être une reboucle infinie du même monde avec juste Rika qui garde sa conscience, ça reviendrait au même. Les multiples mondes ne sont qu'une excuse pour développer des mondes parallèles à l'histoire et faire une structure à la jeu vidéo. Ça n'est que ça. D'ailleurs, comme preuve de ça, j'ai déjà cité Shion qui n'a même pas eu besoin d'avoir conscience du monde du puzzle, etc. pour évoluer en tant que personnage, mais c'est pareil pour Rena, pour Keiichi, à moindre mesure pour Mion et pour Satoko, mais quand même pas mal. Et si vous avez bien suivi le tome 8, vous devriez savoir qu'au moment où on va explorer le monde du puzzle, c'est-à-dire que voilà, on sait que Rika voyage entre différents mondes et est morte plusieurs fois, etc., que ça dure une bonne centaine d'années, et que là on va rentrer dans le monde du puzzle pour vraiment comprendre comment il marche, et bah au final on sait toujours pas comment il marche. C'est juste une espèce d'endroit un peu flou, un peu métaphysique, avec des fragments que tu peux prendre pour rentrer dedans et c'est les mondes. Et que fait le tome 8? Il te fait pas des explications de lore pendant 50 pages, il te fait revivre des éléments importants d'Inamizawa. C'est les éléments à Inamizawa qui sont importants, c'est pas de voir Satoko discuter avec Eiua. Satoko qui discute avec Eiua, toutes ces scènes-là, c'est cool de voir Satoko en méchante, mais c'est qu'une excuse pour en faire une méchante dans Inamizawa. C'est ça la partie importante en fait. Et du coup on en arrive à ce que je disais sur ce fameux plan, c'est que jusque-là les personnages ont pas mal utilisé comme fonction. Et même dans ce tome-là, Rena est beaucoup utilisée comme une fonction, c'est-à-dire que voilà, on la suit tuer des gens, mais il n'y a pas plus d'évolution sur sa psychologie que ça, elle se remet pas en question, elle change pas par rapport à son passé, on lui apporte rien de neuf finalement de ce qu'on sait déjà. Et ce plan me donne quand même de l'espoir parce que si effectivement on a un retour en force du club qui reprend les rênes de l'histoire, remettre les projecteurs sur eux et arrive à pousser le monde du puzzle et la logique des différents mondes à bout avec leur réminiscence, avec leur remise en question, etc. Et ben, c'est ce que je veux voir moi dans Higurashi en fait. Je veux voir Keiichi qui tend le poing face au ciel et dit je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous faites, je sais pas qui est-ce qui a foutu le bordel, mais je vais venir vous péter la gueule. C'est ça que je veux voir. Satoko discuter avec Eiua et faire des plans machiavéliques, et Rika qui essaye d'instrumentaliser les différents tomes pour revenir à une histoire correcte, c'est la forme de l'histoire, mais ce n'est pas son fond. Son fond, c'est les personnages principaux, c'est le club, c'est l'évolution sentimentale de Rika et Satoko. C'est pas le fait de la voir devenir méchante. Et du coup, j'espère que les prochains tomes vont se développer plus dans ce sens-là et qu'on va avoir des histoires vraiment intéressantes qui vont au fond des personnages, qui les exploitent plus, parce que ça n'a aucun intérêt de faire une nouvelle série Higurashi si c'est juste pour nous refaire la même formule vanilla
avec juste Satoko en plus qui manipule tout le monde à la place de Takano. Le problème ici, c'est qu'on dirait une espèce de fantasme de cette frange de fans que je viens de vous décrire, qui veulent que tous les personnages soient des sortes de dieux, qui manipulent le temps et tout pour se faire des duels de qui arrivera à la fin du tome ou pas. Et or, ça ne marche pas. Takano et Rika sont une rivalité extrêmement forte parce qu'elle est instaurée, et même les éléments qui font la rivalité ultra forte entre Rika et Takano, et du coup entre Rika et Satoko, mais ça c'est un peu plus compliqué comme vous l'avez compris, c'est ce qu'ils vivent dans le monde réel, pas ce qu'ils vivent dans la métaphysique d'Higurashi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Satoko et Rika, comme je l'expliquais, ce qui me dérange, c'est qu'elles ne sont rivales ou antagonistes que de surface. Et c'est ça qui me dérange beaucoup, et c'est ça qui fait que ce tome-là, je le trouve un peu osef en fait. Il ne creuse pas plus cette relation, il se contente de te donner du Higurashi sur sa forme la plus basique. Et pour une introduction, vous allez me dire oui mais c'est qu'une introduction, mais j'ai envie de dire justement, c'est une introduction. Et si l'introduction démarre direct comme ça, il n'y a rien qui garantit que par la suite ça va se développer. Peut-être, peut-être pas. Je penche plutôt pour le peut-être, j'espère, j'ai beaucoup d'espoir. Mais c'est pas ouf en soi. C'est pas ouf en soi, c'est pas l'arc que je retiendrai le plus. Bref, voici donc le nouveau format de review qui vont essayer de ne pas être trop longues parce que je m'appesantirai pas sur chaque détail de chaque épisode, de chaque scène, de chaque truc. Je ne ferai que décrire la globalité de ce qui se passe. Peut-être que dans les derniers épisodes, je referai des reviews parce que... Enfin, disons que si ça se développe et que ça devient vraiment un truc de ouf, là j'aurais envie de faire des reviews et j'aurais envie de vous dire voilà, voilà, chaque épisode est trop bien, je veux y réagir, etc. Mais en attendant, je vais me contenter de vous faire des bilans, hein, posément, en se remémorant chaque instant, pour que les vidéos ne durent pas trop longtemps et pour que je vous donne surtout mon avis global sur l'évolution du scénario, étant donné que je pense, dans mes précédentes reviews, avoir déjà beaucoup expliqué ce que je pensais de comment c'est fait. Là, je vais m'appesantir sur qu'est-ce qui est fait surtout. Et ce sera normalement toujours dans ce décor-là, si la luminosité est acceptable dans les prochaines semaines. Bref, c'était Griff, j'espère que ce format vous a plu, et j'espère que vous continuerez à me suivre et à suivre Higurashi, parce qu'Higurashi, c'est la vie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!